Bonjour à tous et bienvenue de nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par l'excellent Sean Fu, analyste financier et également expert de la Chine. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Salut, c'est le message de ici. Donc, il semble que Trump pense que les États-Unis sont arrivés au bout du chemin avec la désindustrialisation du pays, la perte de la domination technologique et bien sûr la perspective de la faillite. Les problèmes sont donc réels, la solution ne l'est peut-être pas. Et bien entendu, l'incapacité à rivaliser avec la Chine alimente également la panique. C'est ainsi qu'on arrive à ce qu'il appelle le jour de la libération. Je crois qu'il y a désormais des droits de douane de 30% sur la Chine. Il a proposé des droits de douane de 50% sur l'Union européenne. La seule partie du monde pour laquelle il semble avoir encore plus d'aversion que pour la Chine est environ 25% sur le Japon. Ma question serait donc la suivante. De votre point de vue, à quoi servent les dollars que les pays du monde entier ont accumulés au fil des décennies si les États-Unis, en quelque sorte, ne sont plus ouverts aux affaires? Qu'attendez-vous du dollar à la lumière de ce que vous avez observé ces dernières semaines, mais aussi quelle est la direction que nous prenons désormais? Je pense qu'au cours des dernières années, nous avons vu le dollar décliner régulièrement. Et la plupart des premiers reculs que nous avons observés concernaient les avoirs de réserve, n'est-ce pas? Nous savons tous que les pays du monde entier, y compris les investisseurs et même les banques, quel que soit l'argent qu'ils gagnent, leur excédent commercial provenant de leurs exportations, le réinvestissent dans des actifs américains, n'est-ce pas? Il était alors à la mode d'acheter beaucoup de bons du Trésor américain, beaucoup d'obligations américaines. Mais depuis l'année, je crois que c'était en 2017 ou 2018, cela a en fait diminué. C'est passé d'environ 45% du total des actifs des banques centrales à maintenant osciller entre 20 et 25%. Et c'est une forte baisse. Désormais, à l'avenir, après un certain temps, les pays ont décidé que l'inflation américaine, l'inflation réelle, ne rattraperait jamais les rendements obligataires. Autrement dit, lorsque vous achetez des bons du Trésor américain, vous perdez toujours plus ou moins face à l'inflation. Alors, ils ont commencé à canaliser leurs réserves, leurs actifs, vers les actions américaines. C'est pour cela qu'on a vu cette forte hausse sur toutes les actions technologiques, les Magnificent Seven. Ce n'étaient pas seulement des investisseurs particuliers, comme vous et moi, ou les banques, n'est-ce pas? C'était des banques centrales du monde entier, plusieurs fonds souverains qui dirigeaient leur argent là-bas. Cependant, en ce moment, ce que fait Trump, c'est essentiellement détruire tout le tissu du système commercial mondial. Maintenant, si vous regardez ce qui soutient réellement les actifs américains, d'abord, c'est le flux de dollars. Quand vous décidez de menacer l'UE avec un tarif douanier de 50%, en gros, vous dites que vous allez provoquer un crash, que vous allez empêcher leurs exportations d'entrer dans votre pays. Peut-être que cela fait chuter les exportations de l'UMME de 10% à 50%, quelque part dans cette fourchette. Mais le fait demeure, l'afflux de dollars vers l'Europe, la Chine et le reste du monde finira par diminuer. Et quand il y a moins de dollars, on peut dire qu'il faut investir dans d'autres marchés, non? Si vous faites du commerce avec la Chine, si l'Europe commerce avec la Chine par exemple, la Chine paye en euros, ou l'Europe paye en RMB pour les biens chinois, il n'y a pratiquement plus besoin d'actifs en dollars américains. Donc ces pays, ils recyclent simplement ces fonds dans leur propre marché. Voilà le point essentiel que, selon moi, Trump ne comprend vraiment pas. Il est en train de détruire tout le tissu du dollar américain et des actifs américains en même temps. C'est un bon point cependant. Tout cet argent gagné aux États-Unis est réinvesti. C'est ce qu'on appelle le recyclage du dollar en le réinvestissant aux États-Unis.
Mais l'hypothèse semble être que les pays vont simplement diversifier leur commerce. Or, en Europe, il y a une certaine inquiétude. Avec tous les anciens produits chinois qui ne vont plus aux États-Unis, ils pourraient se retrouver en trop grande quantité en Europe et concurrencer excessivement l'industrie européenne. Il y a donc désormais des discussions sur la possibilité de suivre l'approche des États-Unis, c'est-à-dire d'imposer également des droits de douane sur les produits chinois. Est-ce une réelle possibilité que les tarifs douaniers commencent réellement à se propager et que la guerre commerciale, qui était au départ entre les États-Unis et la Chine, puisse aussi concerner l'Europe et la Chine? J'aimerais simplement ajouter que je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, en effet. Si les États-Unis deviennent un partenaire commercial moins fiable, se fermant aux affaires, il me semble évident que diversifier les partenariats économiques en se tournant vers la Chine serait une bonne idée. Mais il semble que certains aspects de cette situation vont à l'encontre de ce que dicterait la logique. D'accord. Je pense que l'Europe est, comme vous l'avez dit, vraiment piégée. Elle se retrouve coincée, prise en étau, à la fois par les États-Unis et la Chine, n'est-ce pas? Les États-Unis, on le sait, imposent des tarifs douaniers très punitifs, et les exportations chinoises ne sont pas non plus à prendre à la légère. Maintenant, le problème pour l'Europe, c'est qu'à l'avenir, essayer de vendre aux États-Unis va devenir très compliqué, et essayer de vendre à la Chine sera également très difficile. Donc, l'Europe devra trouver un moyen de monter progressivement dans la chaîne de valeur, en utilisant les importations ou exportations chinoises bon marché pour alimenter ces industries. Il existe de nombreux marchés au-delà de la Chine et des États-Unis, croyez-le ou non, n'est-ce pas? Vous savez, l'Asie du Sud-Est est un marché très important. Le Moyen-Orient lui-même est un très grand marché. Et à l'avenir, l'Asie centrale aussi. J'imagine que pour l'URLBE, on peut oublier la Russie, non? Mais le reste du monde représente en réalité un marché important pour eux. Maintenant, la seule lueur d'espoir que je vois pour l'URB en ce moment, c'est que la situation de la dette n'est pas aussi folle que dans d'autres pays développés, comme les États-Unis et le Japon, n'est-ce pas? La dette américaine par rapport au PIB est presque à 100%. Celle du Japon est autour de 250%. Maintenant, le défi pour l'Europe, c'est de savoir comment ils vont dépenser leur argent de manière efficace et efficiente. On sait que Merz, en Allemagne, veut lever tous les freins à l'endettement. Il veut dépenser, dépenser, dépenser. Et ils essaient de s'engager dans une sorte de keynésianisme militaire étrange, n'est-ce pas? Ils essayent de renforcer leur complexe militaro-industriel pour stimuler la croissance du PIB et canaliser l'argent dans ce secteur. Maintenant, je pense que ce n'est pas vraiment la manière optimale de faire les choses, mais s'ils veulent vraiment développer leur propre économie, je pense qu'ils doivent accepter une situation un peu bizarre où ils doivent dépenser plus. Désolé, pas d'austérité, mais plutôt une situation d'expansion budgétaire. Mais ils doivent dépenser plus, et ils doivent le faire de la bonne manière. Un exemple serait d'acheter des panneaux solaires chinois bon marché au lieu d'acheter de l'énergie chère aux Américains, n'est-ce pas? Maintenant, l'UMOL prétend toujours être le champion de l'écologie, affirmant vouloir s'assurer que toute son énergie soit sans carbone ou quelque chose dans ce genre. Mais nous avons vu, au cours des 3 à 4 dernières années, des choses étranges se produire en Allemagne également. Ils ont fermé toutes leurs centrales nucléaires. Je ne crois même pas qu'un seul réacteur fonctionne aujourd'hui. En même temps, ils refusent simplement d'importer des panneaux solaires bon marché de Chine sans droit de douane. Donc, je pense que l'Europe doit vraiment se ressaisir. Mais pour y parvenir, elle devra s'éloigner un peu plus des Américains. Et la seule solution, c'est de s'endetter davantage et d'espérer pouvoir utiliser cette dette efficacement.
Je pense que le problème est l'irrationalité économique. Elle découle de la politique, car on leur dit qu'ils ne devraient pas acheter de l'énergie bon marché et fiable à la Russie. De plus, une dépendance excessive à la Chine est perçue comme un problème. L'idée est que nous allons avoir un conflit à l'avenir, alors réduisons notre dépendance dès maintenant. Parallèlement, on considère qu'il y a un avantage politique à rendre l'Europe plus dépendante des États-Unis. Comme disent les Américains, si vous voulez que nous soyons vers l'amis, vous devez acheter une énergie. Et donc, nous finissons par acheter le pire, le plus cher. Mais c'est un point intéressant que vous soulevez à propos du keynésianisme militaire, car cela semble être le modèle économique en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire essayons de nous réindustrialiser en construisant des armes. Mais cela se produit aussi actuellement aux États-Unis. On voit, je suppose, qu'il est difficile d'ignorer ce grand et magnifique projet de loi et le dôme doré. Cela représente énormément d'argent. Encore une fois, cela crée des emplois pour construire tout cela. Mais est-ce le bon type d'emploi et combien de dettes cela va-t-il ajouter aux États-Unis? Oui, d'accord. Donc, le grand et magnifique projet de loi, en un sens, est une excellente manœuvre pour repousser encore une fois le problème. Maintenant, si l'on analyse réellement ce qui se passe à l'intérieur du grand et magnifique projet de loi, il est censé permettre aux Américains d'économiser, du moins selon Trump, entre 5 000 et 6 000 $ par an, n'est-ce pas? Et puis, selon d'autres estimations, les tarifs douaniers devraient aussi augmenter le niveau de vie des Américains de 6 000 à 7 000 $ par an. Donc, on peut voir que ces deux éléments, si cela fonctionne sur le papier, s'annulent plus ou moins. Mais en réalité, cela donne à Trump un pari financier risqué. Il essaie de parier sur le retour des industries aux États-Unis et il tente de retarder la douleur pour les consommateurs aussi longtemps que possible. Mais il ajoute 3,5 billions de dollars à la dette nationale. Maintenant, nous pouvons tous rester ici et spéculer sur le fait que cela va fonctionner ou non. Mais une chose à propos des marchés financiers, c'est qu'ils sont très efficaces. Et ce que nous avons vu au cours des 2 à 3 dernières semaines, c'est le marché obligataire qui rejette totalement ce que Trump essaye de proposer. Maintenant, si vous proposez vraiment un projet de loi efficace qui va réellement aider l'économie américaine à croître, les investisseurs seraient très optimistes sur l'économie américaine et les marchés financiers américains. Ils se rueraient sur les actions, mais nous avons vu qu'ils n'ont littéralement rien fait. En même temps, les rendements obligataires augmentent, ce qui signifie que la valeur des obligations s'effondre. Les gens n'achètent tout simplement plus ces obligations. Et dans certains cas, certains pays, certains investisseurs, ils s'en débarrassent en même temps. Donc la perspective pour les États-Unis, c'est que les investisseurs, tout le monde, n'a tout simplement pas vraiment confiance dans la capacité des États-Unis à s'en sortir. Il reste trop de questions sans réponse. D'abord, où allez-vous trouver des intrants bon marché pour vos chaînes d'approvisionnement mondiales, n'est-ce pas? Vous savez, la situation entre la Russie et les États-Unis est dans l'incertitude. Un jour, ils font des progrès, le lendemain, ils reculent de 2 pas. Personne ne sait quand cela va se terminer. Si quelqu'un me dit que la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait durer jusqu'en 2026 ou 2027, je ne pourrais pas dire qu'il ment. Il est tout à fait possible qu'elle se prolonge jusque-là. Et si l'on regarde comment les États-Unis ont imposé des droits de douane au reste du monde, 10% à 30% de leurs approvisionnements en provenance du reste du monde, y compris la Chine, vont devenir plus chers. Donc je dirais que ce projet de loi est un pont vers nulle part. Il n'accomplit vraiment rien,
si ce n'est donner à Trump 2, 3 ou 4 belles années d'excuses pour dire que oui, nous allons changer toute l'économie américaine, mais que les fondamentaux, la base même, restent en réalité assez pourris en dessous. Oui, d'accord, mais où la Chine va-t-elle alors? Parce que, eh bien, je sais qu'il existe de nombreux autres marchés dans le monde. Vous avez mentionné les pays de l'ASEAN, mais malgré tout, cela reste un changement énorme à opérer loin des pays occidentaux. C'est-à-dire que les États-Unis ne semblent plus aussi ouverts aux affaires qu'auparavant, tandis que l'Europe est davantage en déclin économique, voire au moins en stagnation. Il y a beaucoup d'instabilité politique. L'Europe est en guerre et elle paraît plus imprévisible, souvent du point de vue de Pékin. Alors, quelles sont les priorités de la Chine en ce moment? Quel marché, selon vous, inspire-t-elle le plus confiance ou cherche-t-elle à développer? Bien sûr. Tout d'abord, la Chine devra relever 2 défis, et je crois qu'elle commence à le faire maintenant. Le premier consiste à monter dans la chaîne de valeur comme jamais auparavant. Actuellement, de nombreux pays achètent des produits chinois parce qu'ils sont moins chers. Mais tôt ou tard, toutes les économies émergentes, comme le Vietnam, vont elles aussi gravir la chaîne de valeur. Les produits chinois deviendront donc moins compétitifs. Et il y a toujours une possibilité, comme vous l'avez évoqué plus tôt, que l'Europe et d'autres pays dans le monde imposent également des droits de douane à la Chine. Peut-être 5%, peut-être 10%. La Chine doit donc elle-même monter dans la chaîne de valeur, en particulier dans le domaine technologique. Et les États-Unis l'aident en fait à le faire en même temps. C'est ici que nous devons faire une petite transition vers les semi-conducteurs, n'est-ce pas? Je pense que les États-Unis ont commis 2 erreurs cruciales en ce qui concerne la guerre des puces. Maintenant, la première bonne chose que je dois reconnaître aux États-Unis, c'est l'accord au Moyen-Orient, en permettant à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis d'avoir un accès dit illimité aux puces. C'est excellent. C'est bon pour les États-Unis, non? Cela permet à ces pays de développer leur technologie sur la plateforme américaine de NVIDIA. Mais qu'ont-ils fait juste après cela? D'abord, ils ont interdit aux étudiants étrangers d'entrer à Harvard. Il y a donc maintenant une fuite des cerveaux, n'est-ce pas? Beaucoup d'étudiants chinois ambitieux, ainsi que des étudiants du monde entier, iront dans des universités en Chine, à Singapour, en Asie du Sud-Est, et ils ne retourneront pas vraiment aux États-Unis, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment d'opportunité pour eux là-bas. Et deuxièmement, les États-Unis ont essentiellement dit au monde que si vous osez acheter des puces Huawei, il y a toujours la possibilité d'être sanctionné ou puni. Que ce soit par des droits de douane secondaires ou en étant exclus du système du dollar, nous n'en avons aucune idée pour l'instant. Donc tout cela constitue vraiment des vents favorables pour la Chine, qui peut en profiter pour développer toute sa base de semi-conducteurs. Et tant qu'ils continuent de monter dans la chaîne de valeur, je ne pense pas qu'ils auront beaucoup de difficultés à exporter vers le reste du monde, n'est-ce pas? Donc même si d'autres pays imposent des droits de douane à la Chine, je pense qu'ils disposent encore d'une marge de manœuvre très solide pour les 5 à 15 prochaines années afin de vraiment maîtriser ce secteur des semi-conducteurs. Et le deuxième enjeu important que les autres maintenant, et cela ne sera pas facile, c'est de stimuler sa consommation intérieure. Je pense que lors de notre conversation précédente, nous avons évoqué le fait que la Chine, le peuple chinois, a vécu en dessous de ses moyens ces 5, 15, voire 20 dernières années. Et essayer d'inverser toute cette psychologie ne sera pas chose facile. En même temps, la Chine subit un véritable effondrement immobilier. Cela affecte aussi profondément l'état d'esprit des gens. Leur psychologie de consommation est assez brisée. Ainsi, au cours des derniers mois, des dernières années, nous avons vu la Chine commencer à augmenter progressivement
ces mesures de relance. Et cela va prendre du temps. Mais si vous vous demandez quel est le plus grand défi de la Chine en ce moment, c'est de stimuler sa propre consommation intérieure. Je pense qu'ils ont plus ou moins maîtrisé le jeu des exportations mondiales. Je pense que c'est le modèle des bas salaires et de la faible consommation. Je pense que cela a bien fonctionné pendant les décennies de croissance tirées par les exportations. Bien sûr, toutes les usines du monde se sont déplacées en Chine. La Chine a pu accumuler d'importantes réserves de devises étrangères. Mais maintenant que la Chine est en train de devenir une économie de premier plan, Forward, cette population de 1,4 milliard d'habitants, devrait aussi stimuler une partie de la consommation. Je voudrais également poser une question, puisque vous avez évoqué la guerre des puces ou la guerre technologique au sens large. Dans quelle mesure les États-Unis peuvent-ils réellement se passer de la Chine? Parce que nous voyons que la Chine peut développer une certaine autosuffisance, ce qui d'ailleurs est un thème très important tout au long de l'histoire chinoise. Mais nous voyons que la Chine, environ la moitié des développeurs d'IA dans le monde, sont en Chine. Ils disposent d'un financement immense, non seulement privé, mais aussi subventionné par l'État. Ils ont une énergie bon marché, ils ont toutes les compétences. Et les Américains peuvent-ils se permettre de renoncer à ce marché? Ou bien leur part de marché s'est-elle déjà effondrée, selon vous? Oui, je pense qu'il y a 5 ans, la part de marché de Nvidia en Chine, avant l'administration Biden, était d'environ 90 ou 95%. Aujourd'hui, elle est tombée à moins de 50%. Et si cette situation persiste, on peut s'attendre à ce qu'elle chute à 5% d'ici les 10 prochaines années. Donc, pour répondre à votre question, est-ce que les États-Unis peuvent exister sans la Chine? Est-ce que l'écosystème technologique américain peut exister sans la Chine? Eh bien, je dirais que s'ils veulent vraiment vivre dans une bulle, oui, ils peuvent le faire pendant les 10 ou même les 20 prochaines années. Ils peuvent éventuellement y parvenir, s'ils arrivent à convaincre tout le Moyen-Orient, tout l'hémisphère occidental, l'ensemble du G7, le club occidental, d'acheter exclusivement des puces américaines. Ils pourront survivre un certain temps. Mais le problème, c'est qu'ils ont commis tellement d'erreurs que la Chine pourra combler l'écart en seulement quelques années. Maintenant, le coût de production, de recherche, de main-d'œuvre, d'université en Chine, tout cela est bien moins cher qu'aux États-Unis. Donc, disons que les États-Unis dépensent $1 pour obtenir $50 de résultats, n'est-ce pas? Comme nous le savons tous, beaucoup d'argent est perdu dans la bureaucratie. Il se perd ici, il se perd là. Mais si la Chine dépense réellement $1 pour obtenir $2 de production, elle surpasse effectivement les États-Unis dans un rapport de 4 pour 1. Donc à terme, l'écart sera comblé. Maintenant, les États-Unis essaient de jouer un jeu très autodestructeur. Ils disent au monde, « Très bien, vous ne pourrez pas acheter de puces Huawei. » Mais tôt ou tard, le monde se demandera, « Pourquoi achetons-nous des puces américaines 4 à 5 fois plus chères, alors que la Chine propose quelque chose peut-être 20% ou 30% moins performant, mais à un prix 4 fois inférieur? » Et il sera évident pour eux de changer, non? Même s'il y aura un temps d'adaptation, les pays finiront par le faire, surtout quand tout le monde ressent la pression de l'inflation. Donc, pour répondre à votre question, les États-Unis pourront-ils survivre sans la Chine? Eh bien, je suppose que oui, mais ils vivront dans un monde de forte inflation permanente et de croissance stagnante. Eh bien, vous avez dit que les États-Unis pourraient convaincre certains de leurs partenaires de couper les liens avec la Chine. Je pense qu'au moins les Européens pourraient, dans une certaine mesure, être convaincus en raison de leur énorme dépendance sécuritaire, qui est aujourd'hui d'une importance accrue.
Mais cette idée de se replier sur ces blocs géoéconomiques plus larges qui ne commerceraient plus avec la Chine, en allant à l'encontre des intérêts économiques, mais par loyauté politique. Cela aurait pu être une stratégie. Cependant, si les États-Unis avaient simplement dit « Vous savez, notre principal objectif maintenant est de couler la Chine. Donc, nous allons essayer d'obtenir la loyauté de tous nos alliés et d'arrêter de commercer avec les Chinois. » Tout le monde encaisse un peu le choc, mais on préserve en quelque sorte l'ordre dirigé par les États-Unis dont dépendent leurs alliés en matière de sécurité. Cela aurait pu fonctionner, mais c'est pas ce que les Américains ont fait. Le jour de la libération, comme ils l'appellent, a également visé non seulement les adversaires, mais aussi les alliés. Encore une fois, le problème pour les Américains n'est pas simplement qu'ils ne peuvent pas rivaliser avec la Chine, c'est aussi le reste du monde. Ils se heurtent à ce modèle économique très peu viable. C'est pourquoi ils n'ont cessé d'insister. Oui, bien sûr, c'est formidable si l'Amérique rédige les règles du commerce. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir l'ALENA. Nous ne pouvons pas nous permettre le partenariat transpacifique, car ce sont aussi nos alliés, ce qui épuise la capacité productive et la compétitivité des États-Unis. C'est l'argument. On le voit donc, alors que des droits de douane sont imposés de manière très forte, également aux États alliés. Alors, comment construire ce bloc géoéconomique anti-chinois si vous ne pouvez pas rallier vos alliés? Je veux dire, si vous êtes à Taïwan ou au Japon aujourd'hui, que faites-vous? Ce n'est pas qu'une question rhétorique. Que font-ils concrètement? Parce que leur principal partenaire commercial n'est pas un partenaire très fiable en ce moment. Je pense qu'essayer de constituer un bloc anti-Chine, ou ce que Besson appelle la forteresse Amérique, à ce stade, va être quasiment impossible. Il y a tout simplement trop de dépendance vis-à-vis de la Chine. Et pour lutter contre la Chine, au bout du compte, Washington ne se soucie pas vraiment du friendshoring. C'est quelque chose que j'ai dit il y a 2 ou 3 ans, lorsque Janet Yellen a inventé ce terme ridicule de friendshoring. Mais les États-Unis s'intéressent davantage au reshoring. Donc, si le reste des alliés américains décident d'emprunter cette voie pour contenir la Chine, une grande partie de leur capacité productive, leur production, finira par être transférée aux États-Unis. Maintenant, c'est absolument formidable pour les États-Unis, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'y tromper. Si toute la capacité de production et les industries de l'Europe, du reste du monde, voire même du Moyen-Orient, se déplacent entièrement vers les États-Unis, alors soudainement, les États-Unis deviennent un centre névralgique de la fabrication. Mais cela laisse le reste du monde dans une situation très vulnérable. Si l'on regarde les 4 à 8 dernières années, surtout depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis ont utilisé la politique économique comme un instrument de diplomatie. Ils utilisent de nombreux leviers économiques pour forcer des résultats géopolitiques. On peut donc facilement imaginer une situation future où les États-Unis, en tant que centre manufacturier mondial, pourraient imposer des contrôles à l'exportation à d'autres pays, même à leurs alliés, s'ils n'agissent pas comme les États-Unis le souhaitent sur n'importe quelle question, dans 10 à 20 ans. Cela pourrait être aussi simple que, par exemple, les États-Unis parviennent d'une manière ou d'une autre à dominer toute l'industrie automobile de l'hémisphère occidental. Ils peuvent toujours aller en Europe un jour et dire « Très bien, vous ne voulez pas nous écouter. Nous allons augmenter les prix des voitures pour vous. » Et si l'Europe n'a pas sa propre industrie automobile, ou si elle impose des droits de douane énormes à la Chine, 1000%, elle se retrouve alors obligée d'écouter les Américains. Donc, si elle ne suit pas les États-Unis sur telle ou telle politique, elle doit maintenant acheter des voitures Ford avec une majoration de 30% par rapport aux consommateurs américains. Ils sont donc coincés. Je pense que nous resterons toujours dans cette sorte d'étrange limbo
où l'Europe et le reste des alliés sont ballottés, comme dans un grand tourbillon, une tempête de vent, vers les États-Unis, puis vers la Chine, puis de nouveau vers les États-Unis, et encore vers la Chine, jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment développer leurs propres économies et devenir autosuffisants. Dans l'état actuel des choses, ils sont simplement secoués dans tous les sens. As it stands right now, they're just being buffeted left and right. Oui, je pense que c'est aussi ce qui déchire l'Europe en général, car ce n'est pas une entité unique. Ce sont de nombreux pays avec des intérêts très différents. Et encore une fois, même au sein de chaque pays, il n'y a plus de vision stratégique. Comme vous l'avez dit, faut-il diversifier pour se prémunir contre le déclin et, je suppose, le désintérêt croissant des États-Unis? Ou faut-il essayer d'acheter davantage aux Américains et se couper du reste du monde pour montrer sa loyauté et espérer obtenir le soutien et l'intérêt de l'Amérique? Donc pour l'instant, chacun part dans des directions différentes. Personne ne développe de véritable autonomie stratégique ou de souveraineté technologique. Donc oui, je pense que ce n'est pas quelque chose qui va s'améliorer. Je pense que ça va seulement empirer, et de beaucoup. Et il y a aussi toute cette idée que les Européens peuvent atteindre une cohésion et un consensus interne en utilisant la Russie comme ennemi commun pour unir tout le monde. C'est assez exaspérant. Mais sur le sujet du friendshoring, je suppose qu'une critique clé est que, une fois que vous diversifiez ou que vous déplacez votre commerce vers ce que vous appelez des pays amis, par exemple l'Inde, il y a cet argument selon lequel, oui, l'Inde finirait par devoir se procurer beaucoup de ses composants, car tout n'est pas produit localement. Cela augmenterait en fait la coopération économique de l'Inde avec la Chine. Donc on pourrait avoir cela. Eh bien, je suppose que cela dépend si on considère cela comme malheureux, mais du point de vue des États-Unis, ce serait malheureux. Et plus précisément, en se concentrant sur un pays, le Japon, encore une fois, c'est un pays qui a des tensions et des conflits historiques avec la Chine. Mais voyez-vous de réelles possibilités que le Japon et la Chine puissent réellement réparer certains de leurs, enfin, au moins améliorer certains de leurs liens et surmonter certains de ces défis, parce qu'ils ont tous deux de très forts intérêts économiques à travailler plus étroitement ensemble et à mettre de côté une partie de l'histoire et de la politique. Ou êtes-vous moins optimiste à ce sujet? Eh bien, je pense que je suis plutôt optimiste à ce sujet. Pour la Chine, collaborer avec le Japon présente clairement plus d'avantages géopolitiques qu'économiques. Mais pour le Japon, travailler avec la Chine est, d'une manière ou d'une autre, devenu une urgence économique à ce stade. Si l'on regarde l'état de l'économie japonaise, c'est vraiment catastrophique en ce moment. Leur inflation, au cours des 2 ou 3 derniers mois, a littéralement explosé. Elle est même plus élevée que celle du reste du G7. Et nous savons qu'actuellement, le Japon fait face à une grave crise d'emprunt et de dette, n'est-ce pas? Les rendements obligataires, c'est-à-dire leurs coûts d'emprunt, ont littéralement explosé. Dans ce cas, le Japon doit peut-être trouver un moyen de collaborer avec la Chine afin de parvenir à un certain accord qui leur permettrait de produire des biens, peut-être conçus au Japon et fabriqués en Chine. Une formule de ce type permettrait au Japon de vraiment s'affranchir des États-Unis, d'exporter vers le reste du monde et de développer sa propre économie. Parce qu'actuellement, si l'on regarde la manière dont le Japon est traité par les Américains, c'est aussi assez regrettable, non? On peut remonter jusqu'à l'affaire Nippon Steel, que l'administration Biden a bloquée. Ensuite, Trump l'a bloquée à nouveau, et maintenant, il va la sanctionner. Mais nous n'avons aucune idée des détails. Est-ce que cela sera vraiment révélé au grand jour? Et l'industrie automobile japonaise reste également exposée aux Américains. Si je ne me trompe pas, 20% ou 30% de toute la production de sociétés comme Toyota et Honda, leurs exportations, sont destinées aux États-Unis.
Et nous savons très clairement que Trump veut rapatrier la fabrication automobile aux États-Unis. S'il le peut, il souhaite que chaque voiture achetée par un Américain soit fabriquée dans une usine américaine. Donc le Japon est assez mal placé à cet égard. Je pense donc que le Japon doit vraiment trouver un moyen de dialoguer avec la Chine. Et il existe de nombreuses façons de le faire, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, la Chine reste en retard dans le domaine des semi-conducteurs. Récemment, la Chine s'est adressée aux fabricants néerlandais de puces ASML pour leur demander de lever les sanctions, de, vous savez, nous vendre vos machines de lithographie les plus avancées, d'ignorer les Américains et de faire plus d'affaires ensemble. Eh bien, le Japon a aussi Tokyo Electron, n'est-ce pas? Ce n'est pas au même niveau qu'ASML, mais cela peut réellement aider les Chinois à atteindre le niveau supérieur dans la fabrication de puces. Donc, je pense qu'un grand compromis technologique pourrait être trouvé là-bas. Mais au final, cela dépend des Japonais. Cela dépend de la façon dont ils perçoivent leur relation avec les Américains. Mais je pense qu'au fil des semaines, la situation ne fait qu'empirer. Eh bien, la perspective politique veut souvent que si une puissance hégémonique venait à décliner ou à abandonner sa position dominante, elle n'aurait plus besoin de ces systèmes d'alliance qui reposent sur la perpétuation des conflits entre États voisins. Donc, je ne sais pas. J'ai tendance à être plutôt optimiste et à penser que quelque chose de positif peut émerger de cette horrible catastrophe économique vers laquelle nous nous dirigeons. Quoi qu'il en soit, Sean-Fu, tu as une excellente chaîne YouTube. J'y vais tous les jours pour obtenir de bonnes analyses sur la Chine, les États-Unis et l'économie mondiale. Sean-Fu, ton pseudo YouTube est, je crois, Sean-Fu Gold. Y a-t-il d'autres endroits où les gens peuvent te trouver? Non, pour l'instant, vous pouvez surtout me retrouver sur ma chaîne YouTube, simplement, vous savez, youtube.com/seanfugold, Seanfugold. Et vous pourrez m'y entendre parler principalement d'économie, du marché obligataire, des actions, de l'or, et de la façon dont vous savez l'ensemble du contexte macro-géopolitique s'intègre dans toute l'histoire. En fait, j'aimerais vous inviter à revenir un jour pour parler d'or, car c'est un intérêt que nous partageons, je crois. Merci encore pour votre temps. Génial! Ravi. Merci Glenn, merci man.